L'instant philo. De quoi l'éco-anxiété est-elle le nom ? Une étude publiée en 2021 par The Lancet, une revue médicale hebdomadaire britannique, indique que 59% des 10 000 jeunes de 16 à 25 ans issus de 10 pays différents qu'ils ont interrogés se disent très ou extrêmement préoccupés par le changement climatique. En France, la même année, le baromètre ADEME indique que 2/3 des Français estiment que les conditions de vie vont devenir extrêmement pénibles à cause des dérèglements climatiques. Ces indications statistiques témoignent d'une vraie inquiétude chez nos contemporains face à la question écologique. Le terme éco-anxiété est présenté justement comme ce qui permet de désigner cet ensemble tout à fait inédit de sentiments et d'affects liés aux inquiétudes engendrées par la prise de conscience des graves menaces qui pèsent dorénavant sur notre planète. Ce néologisme vient de l'anglais « eco-anxiety » qui a été recensé dès 1990 dans le Washington Post. L'expression « éco-anxiété » ne devient vraiment très présente dans les médias en France qu'à partir de 2019 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a connu, dès lors, un vrai succès. Cette désignation soulève toutefois bien des interrogations. Se préoccuper des fortes perturbations qui affectent notre planète ne signifie pas automatiquement être éco-anxieux. Pourquoi mettre en avant la seule anxiété ? D'autres affects, vecteurs de réactions comportementales plus constructives, peuvent être présents dans la conscience de la situation actuelle, à l'instar de l'indignation ou du désir de s'engager. Avons-nous affaire, comme le soulignent bien des analyses, à une appellation qui tend finalement à réduire la question de l'urgence écologique à la psychologie, voire à un problème de santé mentale ? Parler d'éco-anxiété ne serait-ce pas ainsi chercher à dépolitiser la question écologique en détournant l'attention des responsabilités qu'on peut établir dans la production de ces désastres ainsi que dans l'inaction qui aggrave les difficultés ? Ou bien s'agit-il là d'une expression certes maladroite, qui tâche de rendre compte d'une importante épreuve existentielle qui serait le passage obligé pour devenir lucide face aux défis inédits et impressionnants de notre époque ? L'éco-anxiété ne serait-elle pas alors une étape à franchir pour pouvoir ensuite inventer des réponses politiques adaptées à la crise mondiale à laquelle nous avons affaire ? Dans cette perspective, sera-t-elle un obstacle à contourner ? Ou bien un tremplin pour aller plus loin ? En tout cas, la question se pose, de quoi l'éco-anxiété est-elle le nom ? D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le mot composé, éco-anxiété, met en avant d'abord un état affectif et subjectif, l'anxiété, qui relève de l'analyse des émotions, de la psychologie morale, voire de la psychiatrie. C'est ainsi qu'en 2017, l'American Psychology Association a défini l'éco-anxiété comme la peur chronique d'un désastre environnemental en cours ou futur. L'éco-anxiété présente également un versant externe, objectif et très concret, avec son préfixe « éco » du grec « oikos » désignant la maison ou le foyer. L'anxiété vient du fait que notre maison commune, la Terre, est gravement menacée par le changement climatique, les effets mortifères de la pollution sur les écosystèmes et la disparition de nombre d'espèces animales et végétales. Au début du siècle, Glenn Albrecht, un philosophe australien, a inventé un nouveau terme, la solastalgie.
La nostalgie désigne la tristesse poignante d'avoir perdu son pays ou bien une réalité qui nous est chère. La solastalgie désigne la souffrance de voir son cadre de vie quotidienne disparaître peu à peu sans pourtant l'avoir quitté. On constate avec angoisse que d'une certaine façon, notre oikos, notre foyer, n'en est plus un. Ce n'est plus un havre de paix ni un refuge, car il perd ce caractère protecteur qu'on lui confère habituellement. Nous avons ainsi un peu le sentiment de nous retrouver SDF dans notre propre habitation. D'où, quand on généralise cette expérience, l'idée effrayante que notre civilisation actuelle s'effondre avec perte et fracas, voire, in fine, que la survie de notre espèce est compromise. Cette sourde angoisse enveloppe évidemment les décisions et activités qui l'ont engendrée et qui malheureusement continuent à sévir. La responsabilité humaine en cette affaire, en effet, est massive et accablante. La conjoncture actuelle très inquiétante, ses causes et les affects qu'elle produit, quand on en prend conscience, sont les 3 facteurs qu'il faut garder à l'esprit pour se demander de quoi l'éco-anxiété est le nom. En effet, quand on maintient cette vision globale des choses, on peut être étonné que la perception des défis écologiques soit surtout associée dans les médias mainstream à l'anxiété, c'est-à-dire à un sentiment négatif qui, on peut le souligner, relève très souvent d'un traitement psychothérapeutique. Pourtant, l'éco-anxiété n'est pas reconnue officiellement comme une pathologie, et c'est heureux, tant il semble tout de même sain et normal, face aux catastrophes, déjà en cours, de ressentir de l'effroi. Mais pourquoi parler principalement de l'anxiété ? On aurait pu mettre en avant d'autres ressentis. Un outil élaboré pour étudier et objectiver les émotions liées au réchauffement climatique, l'inventaire des émotions liées au climat, en apporte la confirmation. Cet inventaire propose un instrument d'auto-évaluation qui comprend, pour les émotions à recenser, les entrées suivantes. Tout d'abord la colère, ensuite le dédain ou mépris, l'enthousiasme, l'impuissance, la culpabilité, l'isolement, le chagrin et enfin l'anxiété. On remarque que la palette des réactions émotionnelles au changement climatique proposée ici est riche. La notion d'éco-anxiété paraît par contraste réductrice et appauvrissante, puisque ce n'est qu'un des affects recensés parmi d'autres. Examinons rapidement les émotions listées dans cet inventaire. Dédain ou mépris sont des modalités du déni qu'un changement climatique global, dû aux activités humaines, peut engendrer à cause de son aspect totalement inédit et stupéfiant. L'enthousiasme, quant à lui, montre que l'ampleur du phénomène n'est pas toujours bien comprise. Certains voient surtout qu'ils pourront aller plus souvent se faire bronzer et bénéficier d'un climat plus chaud tout au long de l'année. Politique de l'autruche, on peut le penser. L'inventaire montre qu'on peut aussi éprouver un sentiment d'impuissance et d'isolement. Les individus peuvent être évidemment accablés par une situation qui semble aussi terrifiante que fatale. Et quand on constate que le milieu de vie qu'on a connu dans son enfance, avec les animaux, les insectes et une nature florissante est en train de disparaître, un profond chagrin qui, ressorti d'un deuil à faire d'un paradis perdu, peut nous étreindre. On retrouve ce que Glenn Albrecht nomme la solastalgie. On comprend alors que l'anxiété et l'angoisse, deux termes à la même étymologie, peuvent commencer aussi à nous hanter sournoisement. Enfin, des sentiments moraux peuvent se faire jour, car il y a des responsabilités à établir et des causes à dégager dans cet état de fait très dégradé. D'où la culpabilité au sujet du consumérisme tous azimuts, qui a été le fait de toute une génération à laquelle on appartient parfois. Dans ces réactions d'indignation, on trouve également la colère face aux divers responsables du désastre et d'une coupable inaction climatique. Comment pouvez-vous encore raser des forêts entières en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre? Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiquement au plus bas? Pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Tuant, on le sait, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, puis le non-respect de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de l'argent. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Aral, de la forêt de l'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la vie dans le pays, la disparition d'espèces animales et le but de ces conneries. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires? Non. Elle va en accord avec la pollution des mers? Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère? Non. Sauvons la terre, sauvons la terre. Je crois en l'homme et l'homme devront sa planète. Yeah. La nature c'est la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas
Pourquoi en effet la colère, la révolte ou le désir de réagir ne sont pas davantage mis en avant dans les médias ? S'agirait-il de détourner l'attention de sentiments qui poussent à l'action et à l'activité plus militante, et de tenter de cantonner la prise de conscience des menaces actuelles à une subjectivité plus passive, plus isolée et pitoyablement souffreteuse ? Les états d'âme des écologistes, selon certaines analyses caricaturales, malheureusement pas si rares, oscilleraient entre d'un côté une lamentation désolée qui peut se dérouler en boucle, qu'on peut être amené à placer du côté de la psychiatrie, l'éco-anxiété, et de l'autre une colère irrationnelle que d'aucuns désignent sous l'appellation douteuse d'éco-terrorisme. Dans les deux cas, on note la présence d'un vocabulaire volontairement dénigrant, que l'on trouve aussi chez ceux qui parlent d'écologie punitive, comme si le productivisme actuel n'était pas lui aussi punitif. Les quelques millions de morts dans le monde à cause de la pollution et les réfugiés climatiques qui finissent tragiquement noyés dans la Méditerranée montrent qu'il est même mortifère et violent. C'est pourquoi Frédéric Lordon, philosophe, refuse de se dire éco-anxieux et revendique le statut d'éco-furieux. Car l'éco-anxiété propose une présentation psychologisante dans les médias de la prise de conscience écologique. Pour Frédéric Lordon, c'est là une stratégie néolibérale de dépolitisation de la question qu'on déconnecte implicitement de la situation catastrophique et de toute explication causale pour privilégier des états d'âme d'individus. Être éco-furieux consiste dès lors à envisager les défis écologiques de façon politique, en mettant en avant des actions collectives pour se révolter contre une situation qu'il est possible de faire évoluer de façon éco-responsable, et pour mobiliser les citoyens de plus en plus conscients d'ailleurs des problèmes dans des dispositifs alternatifs à cette manière de vivre et d'administrer les choses et les hommes qui nous conduit directement dans le mur. Un collectif comme Extinction Rébellion illustre assez bien l'attitude des éco-furieux dont Lordon fait l'éloge. Une chose est claire, ce n'est pas l'anxiété qu'il faut soigner, mais principalement les problèmes écologiques auxquels il faut s'attaquer en dénonçant ceux qui entravent d'ailleurs toutes les solutions qui peuvent être de vrais remèdes à la situation. On peut comprendre ainsi la colère à l'encontre de ces décideurs, États, industries, compagnies qui ont pollué sans vergogne, extrait des ressources en dégradant gravement l'environnement et qui ne s'arrêtent toujours d'ailleurs pas de le faire. Ces critiques sont importantes, mais elles n'épuisent pas, je pense, le sujet. Il semble donc opportun de se demander ce que peut encore nous apprendre l'analyse de cette notion d'éco-anxiété. N'est-elle pas en effet le nom, finalement, d'une réalité au spectre plus large que celle qu'elle annonce, à savoir un affect complexe et perturbateur qui mélange notamment de l'anxiété mais aussi du chagrin, de la mauvaise conscience et de la colère. Définie ainsi, on comprend qu'elle soit devenue un état d'esprit qui se propage à toute l'humanité confrontée aux mêmes difficultés. Ce n'est plus tant un problème psychologique individuel qu'une réalité sociale et même mondiale. C'est pourquoi elle peut présenter l'intérêt de réveiller les subjectivités qui sont dans la désinvolture consumériste et hédoniste. Le rappeur, Orelsan, décrit très bien cet effet de l'éco-anxiété prise dans un sens beaucoup plus large. Nouveau survêt, je suis sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherons en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie. Que des mannequins, c'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie qui influencent les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées sélectes. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette. Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi.
Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. L'expression d'éco-anxiété montre que face aux problèmes écologiques, le climato-sceptisme décomplexé devient impossible. Car elle est le signe d'une compréhension, même faussée et imparfaite, d'une réalité qu'on ne peut plus cacher. Le 18 mars dernier, à Rio de Janeiro, prise dans une vague de chaleur, la température ressentie est montée à 62,3 degrés. Difficile ensuite d'affirmer sérieusement qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Certains théoriciens de l'écologie estiment que l'anxiété et la peur sont des puissants leviers pour mobiliser les citoyens, les politiques et les scientifiques dans la lutte contre les causes des problèmes écologiques. Peut-être. Cependant, comme toutes les formes plus ou moins intenses de peur, l'éco-anxiété peut faire obstacle à un comportement adapté aux défis auxquels nous sommes confrontés, en conduisant au déni ou à la paralysie. La situation est tellement grave et effrayante qu'elle peut conduire à la dépression. Une partie non négligeable des personnes qui ont été sondées sur leur réaction émotionnelle face au changement climatique se disent incapables de poursuivre une vie normale et une activité professionnelle tellement elles se sentent mal. Si l'aspect mobilisateur de l'éco-anxiété n'est donc pas évident, il semble qu'elle constitue tout de même très souvent une étape nécessaire, aussi éprouvante soit-elle, pour arriver à une prise de conscience des problèmes aussi inédits que graves que nous avons à affronter. En tout cas, tenter de mieux saisir comment la psychologie humaine se comporte face à un défi inédit et périlleux, c'est ce à quoi nous a conduit l'analyse de l'éco-anxiété. C'est là une tâche tout à fait importante, car elle permet de mieux comprendre quelle disposition d'esprit peut être propice à une action écologiquement efficace et constituer ainsi un vecteur de transformation salutaire de notre rapport au monde. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.